Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour Décryptage dans Niwot Soir. Plus d'une semaine après, la rébellion a avorté. Les forces du groupe militaire Wagner se sont repliées en Russie, mettant un terme à la rébellion lancée par le chef Evgeny Prigogine. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré publiquement les restrictions antiterroristes levées à Moscou. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue dans Niwot Soir. Merci. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste depuis la tentative de coup d'État avortée. Que devient justement Wagner et dont le chef Prigogine est toujours en exil? Les choses se clarifient de plus en plus. Et au niveau de la Russie, on dirait, vers tout simplement une fin de Wagner de façon générale. Est-ce que la fin de Wagner, ce sera l'utilisation des mêmes hommes avec un autre nom, avec un autre chef? Ça sera la fin de Wagner de Prigogine? Ou bien est-ce que la procédure qui a été entamée que Prigogine n'a pas acceptée, qui consistait à prendre les soldats de Wagner, les intégrer dans l'armée carrément, c'est cette procédure qui va se poursuivre. C'est-à-dire la dissolution du groupe? Mais il sera question carrément de dissolution puisque ce processus est déjà en cours et il y a d'autres groupes qui ont déjà été intégrés à l'armée. C'est Prigogine qui avait refusé, bien que c'est vrai que son groupe avait quand même une dimension, une proximité aussi avec le président de la Il République. avait encore sous son commandement Voilà, quelques 25 000 hommes. qui n'était pas comme les autres groupes, de sorte que lui, il a voulu résister. Et finalement, quand il a parlé, il l'a dit. Il dit qu'il a voulu sauver son groupe, c'est-à-dire Wagner. Donc, si on regarde actuellement les perspectives qui sont là, très certainement, on va vers une fin de Wagner. Est-ce que ça sera de façon immédiate ou à long terme? On va certainement vers une fin de Wagner. Et sur le territoire russe, on commence déjà à se rendre compte qu'on veut oublier actuellement que Wagner avait existé. Et comme vous le dites justement, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, offre la possibilité aux combattants de Wagner de continuer à servir la Russie en rejoignant l'armée russe et à d'autres de retourner en Biélorussie. Et ce sera donc la fin? Ben, ça ne sera pas immédiatement la fin, comme j'ai dit, parce que s'il parvient à avoir parmi les hommes qui sont au niveau de Wagner plusieurs milliers qui acceptent de le rejoindre en Biélorussie, ça veut dire qu'il a encore une force. Mais si l'essentiel des troupes acceptent de retourner dans l'armée, ou bien de rentrer chez eux, parce qu'il y a également cette possibilité de Oui. rentrer chez eux, n'oublions pas que tous ne rentreront pas, parce qu'il est allé dans les prisons prendre même des étrangers. Rentrer chez eux, laisser les À la armes. maison, oui. Laissez les armes. En fait, il y a déjà des gens qui sont passés par Wagner, des anciens prisonniers par exemple, qui ont été condamnés même pour des crimes. Wagner est venu, parce que c'est ce qu'il faisait, il venait recruter dans les prisons. On leur propose de venir participer à Wagner pendant un délai déterminé. À la fin de ce délai, on ne les renvoie plus en prison. On considère qu'ils ont purgé leur peine, si je peux le dire ainsi, et ils rentrent à la maison. Il y en a déjà et ça pose même déjà problème dans certaines zones en Russie où on sait que celui-là, c'est un criminel. S'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été avec Wagner pendant un temps et après il a laissé Wagner, il est revenu pour vivre avec les gens tranquillement comme si de rien n'était. Donc il y a ces trois possibilités qui sont là. Retourner à la maison, aller à l'armée, aller en Biélorussie. Maintenant, combien d'hommes iront en Biélorussie avec Evgeny Prigogine? C'est ça la question. La deuxième question, Prigogine avait pu gérer ses 25 000 hommes parce que Poutine lui remettait des milliards. En plus, dans l'action de la Russie dans les pays africains, dans l'exploitation des mines, dans l'exploitation du pétrole, ben c'est lui qu'on mettait devant. Est-ce que Poutine va continuer à financer Wagner? Alors que dans un de ses discours, il a dit clairement, nous leur avons donné de l'argent. Il a dit, j'espère qu'ils n'ont pas tout volé. J'espère qu'ils n'ont pas volé une partie. On va contrôler. Ça veut au moins dire qu'on ne leur donnera plus de l'argent comme on le faisait auparavant, pour ne pas dire on ne leur donnera plus rien. Mais en ce moment, s'il y a plusieurs milliers d'hommes qui le rejoignent au niveau de la Biélorussie, comment il va pouvoir nourrir ces gens? Comment il va pouvoir payer des salaires qui sont supérieurs aux salaires qu'on paye aux soldats russes eux-mêmes? Il y a cette équation qui est là, qui pose le problème effectivement de la survie de Wagner. Et depuis des années, le groupe paramilitaire Wagner est considéré comme le bras armé de Moscou à l'étranger. Est-ce que c'est un statut aujourd'hui mis en question? En tout cas, avec Prigogine en tête, c'est un statut qui est remis
en question. Tout le monde sait comment nos pays fonctionnent. Hein. C'est le cas russe qui est là devant nous. Mais combien de pays ont utilisé des mercenaires ici pour destituer des pays, faire des coups d'État, etc. Ce n'est pas, parfois on ne regarde pas l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça se fait. C'est vrai qu'avec Wagner, ça se fait quand même avec une dimension extraordinaire, avec plus de 1000 hommes, 1500 en Centrafrique, des hommes au Mali, des hommes au Soudan, des hommes en Libye, des hommes en Syrie. On n'a jamais vu quand même sous cette dimension-là. Mais les gens ont plusieurs fois utilisé des mercenaires pour faire des coups quand cela les intéressait. Le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où les relations entre Prigojine et Poutine sont rompues. Parce que c'était un homme de main de Poutine. Du président Poutine. Si les relations sont totalement rompues, cela veut dire que Poutine va devoir chercher un autre homme de main s'il veut continuer cette même technique de relation avec un certain nombre de pays. C'est clair, il ne le fera pas avec Prigojine. Mais jusqu'à présent, comme je dis, c'est vrai qu'il y a un problème entre les deux qui se confirme de plus en plus. Jusqu'où va ce problème, on ne sait pas. Aujourd'hui, je crois que c'est clair que ceux qui disaient non, c'était fait exprès, c'était un coup pour déterminer dans l'armée qui est traître, qui n'est pas traître. Ben, si c'était ça, on sait maintenant de qui il s'agit. Prigojine devait être, j'allais dire, réhabilité. Alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce monsieur qui aimait les écrans, qui aimait faire des vidéos, qui aimait s'attaquer à des responsables de l'armée, au ministre de la Défense, mais il est particulièrement muet actuellement au point qu'on se pose des questions jusqu'où effectivement il y a la rupture avec Poutine. Et c'est ça qui va déterminer est-ce que Wagner, avec ou sans Prigojine, va pouvoir continuer à être une sorte de bras que Poutine va pouvoir actionner dans un certain nombre d'actions à l'extérieur de la Russie, tout comme à l'intérieur de la Russie, parce qu'ils utilisent Wagner également. En Afrique, notamment, doit-on craindre des conséquences? En Afrique, on craint des conséquences, mais il y a un flou que même le ministre des Affaires étrangères russe maintient dans cette affaire-là. Au départ, on nous avait dit que Wagner va continuer avec ses activités, et il avait été très clair en citant le Mali, la Centrafrique particulièrement. Donc, on pouvait considérer que ça continue. Mais par la suite, il nous a dit que c'est un contrat qui a été signé entre ces pays et Wagner. Ensuite, il nous dit, ça va continuer, ça ne va pas continuer. Cela va dépendre des pays où se trouve Wagner. Quelle est la position russe exactement? Au même moment, ces pays cités en Afrique ne reconnaissent toujours pas publiquement la présence de Wagner sur leur territoire. Mais bien sûr, reconnaître qu'il y a des mercenaires chez moi, c'est compliqué. On va reconnaître qu'il y a des instructeurs, on va reconnaître qu'il y a des Russes, mais quand j'ai dit j'ai pris des mercenaires, bon, la règle internationale voudrait qu'on ne prenne pas des mercenaires. Mais comme j'ai dit, vous allez en Ukraine, il y a des mercenaires qui sont venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, partout, qui se battent aujourd'hui avec les soldats ukrainiens, mais on n'en parle pas. Comme on parlait des mercenaires de Wagner qui se battent de l'autre côté contre l'Ukraine du côté de la Russie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas une pratique qu'on ne connaît pas, c'est une pratique très connue à travers le monde. Wagner a la particularité d'avoir un groupe extrêmement important avec ce recrutement très bizarre également qui consiste à aller sortir les criminels dans les prisons pour leur dire venez faire la guerre. Après un temps, vous pouvez avoir votre liberté. Maintenant, il est clair que des gens comme ça ne sont pas suffisamment fréquentables pour qu'on puisse annoncer de façon officielle que je collabore avec eux. La deuxième chose, Wagner se fait payer extrêmement cher. Combien jusqu'à présent on nous cache les chiffres, ce qui donne raison à ceux qui disent qu'ils se font payer extrêmement cher. Quand on ne les paye pas directement, ils se font payer directement dans l'exploitation du sous-sol des pays dans lesquels ils se trouvent. L'influence de la Russie a-t-elle été impactée? En Afrique, je ne crois pas. Ce coup d'État avorté. En Afrique, je ne crois pas. Puisque la Russie est dans un processus de conquête au niveau du continent africain. Cette affaire avec Wagner, je ne crois pas que ça va remettre en cause les choses. On verra d'ici le sommet Russie-Afrique qui va bientôt intervenir, qu'est-ce qui va changer. C'est la première chose. La deuxième chose, la façon dont la Russie travaillait avec Wagner. C'est pourquoi je dis ce flou. Le ministre des Affaires étrangères russe, encore lui, mais il n'y avait pas la crise avec Wagner à l'époque. Quand on lui posait les questions sur la présence de Wagner au Mali,
il a été le premier à confirmer la présence de Wagner au Mali et à différencier Wagner avec la Russie. N'oubliez pas que Poutine également, quand ce problème avait été posé, Poutine avait dit une fois qu'il ne connaît pas Wagner. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention. On parle de la Russie, c'est la roulette russe. Ils savent quand ils le veulent aller dans une direction, quand ils ne le veulent pas aller dans une autre direction. Ce qui est clair, c'est que la continuation de Wagner à l'étranger, y compris en Russie, va complètement changer. En Russie, c'est déjà très clair, puisque même les sites par lesquels Wagner faisait passer des informations au niveau de Instagram, ces sites ont été bloqués par carrément le ministère, l'agence plutôt chargée de la régulation des communications. Le siège de Wagner, l'immeuble où on avait écrit clairement Wagner, tout a été enlevé. Il y a des journaux que Wagner avait, tous ces journaux ont été interdits. Bon, ça veut dire que si ce n'est pas encore la purge, on dirait que la purge est en train de commencer. Pendant ce temps, du côté de l'Ukraine, la contre-offensive se poursuit. Kiev et Moscou tiennent à aller jusqu'au bout? Aller jusqu'au bout, je ne crois pas. Peut-être chacun a un objectif à atteindre qui n'a pas été dit pour aller vers des négociations. Parce que Kiev veut faire une grosse offensive, mais tout le nécessaire n'est pas encore disponible. Le président Zelensky est en train de réclamer encore davantage d'armes et de munitions à ses soutiens, autant les Européens, puisque avec l'offensive en cours, ils ont testé la défense russe, ils ont essayé de percer et ils rencontrent des difficultés pour percer, ce qui veut dire que ce qu'ils ont préparé ne semble pas suffisant pour pouvoir faire percer cette défense russe. Donc il leur faut quelque chose en plus. Au niveau de Poutine, certainement avec cette crise liée à Wagner, il doit quand même se poser des questions. Est-ce qu'il faut continuer cette guerre? Ou bien jusqu'où il faut aller avec cette guerre? Il doit certainement se poser des questions. Il a peut-être encore un objectif à atteindre, puisque Wagner s'est présenté comme ceux qui se sont plus battus même par rapport aux militaires russes eux-mêmes. Il va peut-être faire un dernier, j'allais dire, baroud d'honneur en essayant d'avoir une victoire importante. Et après cette victoire, peut-être aller dans le sens d'accepter, je l'espère, la médiation africaine, à défaut celle chinoise ou bien celle turque, parce qu'il y a beaucoup de médiations qui sont là, qui n'ont pas encore abouti. Médiation africaine notamment. Nous sommes le 4 juillet aujourd'hui. Cela fait un mois jour pour jour que cette contre-offensive a été lancée. C'était le 4 juin dernier, mais Kiev reconnaît que les choses n'avancent pas au rythme attendu. C'est la preuve qu'il rencontre des difficultés sur le terrain. Il rencontre des difficultés parce que d'un point de vue stratégique, le président Zelensky a fait une erreur. Pendant combien de temps il a annoncé la contre-offensive? Il fallait surprendre les Russes. C'est la première chose. La deuxième chose, d'un point de vue stratégique, quand on regarde les espaces qui ont été pris par la Russie, avec Wagner bien sûr, pour faire une contre-offensive, l'endroit qui était le mieux indiqué pour créer des problèmes aux Russes et résoudre en même temps le problème de la Crimée, c'est le Sud. Les Russes étant des stratèges, ils l'avaient eux également compris, puisque le gars annonçait, eux ils renforçaient la défense. Certains militaires disent même on n'a jamais vu un rideau défensif comme celui que les Russes ont mis en place au niveau de cette partie sud. Et c'est pourquoi effectivement il y a de la difficulté à percer ce rideau défensif, d'autant plus que jusqu'à présent ils avaient demandé les F-16, les avions et autres qu'ils n'ont pas encore reçus. Tu fais une contre-offensive sans des avions, ça va être extrêmement difficile. Il faut reconnaître également que avec les patriotes qu'ils ont actuellement, quand la Russie tire des missiles et autres, ils parviennent à diminuer les dégâts en détruisant certains de ces missiles au vol qui ne parviennent pas à toucher le sol comme ils le faisaient auparavant. Il y a la question humanitaire qui également qui préoccupe. Oui, mais la question humanitaire préoccupe depuis fort longtemps, mais la difficulté, c'est que quand il y a la guerre, l'humanitaire devient un véritable problème. Et au niveau de l'Ukraine actuellement, mais vous avez des populations qui ont été déplacées depuis fort longtemps parce que la guerre commence à durer, mais automatiquement, vous avez un problème humanitaire qui s'impose, puisque la personne n'est plus dans son domicile, la personne n'est plus en mesure d'aller au bureau si c'était son travail. S'il avait des activités champêtres, des activités d'élevage ou autres, la personne n'est plus en mesure de le faire, mais il va falloir prendre en charge cette personne et souvent dans des conditions qui ne sont pas des conditions faciles, sans compter
que dans les bombardements, la distribution de l'eau, la distribution d'électricité, des hôpitaux, bien des choses ont été détruites. La vie aujourd'hui en Ukraine est devenue quelque chose de particulièrement difficile. Prigojine en exil en Biélorussie, mais pourquoi la Biélorussie? Ben, je me dis la Biélorussie pour deux choses. La première chose, c'est que Prigojine n'a pas d'intérêt à aller dans les pays occidentaux ou autres parce qu'il sera poursuivi. Pourtant, c'est là-bas que sa sécurité aurait pu être le mieux garantie. S'il avait demandé, les gens vont le recevoir, mais dès qu'ils vont le recevoir, vous avez des ONG qui vont profiter de ce qu'on appelle la compétence universelle, porter plainte contre lui pour les crimes commis au Mali, en Centrafrique, en Libye, en Syrie, il sera poursuivi. Mais il aura très certainement la vie sauve. Mais ici, il n'est pas loin. Est-ce que Poutine ne veut pas l'avoir à l'œil en le confiant à quelqu'un qui est également son allié, en étant sûr qu'il est là et de pouvoir regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Ou bien peut-être on l'a mis là-bas en attendant pour l'éliminer, parce qu'on connaît bien les Russes en matière d'élimination. Ils l'ont fait avec beaucoup d'anciens espions russes, des hommes politiques russes, avec des produits extrêmement sophistiqués pour éliminer la personne sans laisser de traces. Donc on le met à côté pour pouvoir le faire le plus facilement, parce que s'il faut le faire dans les pays européens, ça sera compliqué, parce que même s'ils vont juger Prigojine, ils vont lui garantir sa sécurité. Bon, il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu. C'est lequel qui est véritablement le meilleur. Il faut attendre encore pour le savoir. Merci beaucoup, Mohamed Diouf, pour ces éléments de réponse. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.